aujourd'hui, pardon, plusieurs personnes, on va dire des gens qui travaillent sur la problématique de couverture d'occupation du sol par télédétection. Je citerai Ludovic Carlo qui est là, qui vous présentera la deuxième partie, Jordi Inglada, mon chef, Milena Planel, Sylvia Valero et Arthur Vance. Donc je vais essayer de présenter globalement ce qu'on fait au niveau du labo sur les aspects d'occupation du sol. Et Ludovic fera un focus plutôt sur les aspects agriculture et culture annuelle. Donc, première partie de la présentation, je vais vous présenter un produit qui s'appelle l'occupation du sol OZO. Une occupation du sol fait par télédétection avec des images Sentinel-2 sur l'ensemble du territoire français. Donc, métropole et Corse. Donc, pour l'instant, pas les dom-toms. Voilà. Donc après, je ferai quelques zooms sur différentes composantes d'occupation du sol, juste en illustrant sur les aspects agricoles, naturels, urbains, pour voir un petit peu les capacités de cette carte d'occupation du sol. Et puis, comme je disais, Ludovic fera un focus plutôt sur la dynamique des cultures au cours de la saison, sur la séparation des types de cultures. Donc pour nous, l'occupation du sol, c'est quoi? C'est la couverture biophysique de la surface des terres émergées. Donc on essaie, comme ça, de détecter, on va dire, les grands ensembles. Donc les surfaces artificialisées, agricoles, naturelles. On essaie petit à petit de détecter la présence d'eau, donc les surfaces, on ne va pas jusqu'aux surfaces irriguées, mais en tout cas la présence sous tombe. Donc ça, on est bien d'accord que l'occupation du sol, c'est un enjeu crucial pour énormément de domaines, d'accord, sur les aspects de recherche, les aspects opérationnels. Donc on a une interaction avec énormément d'utilisateurs, tant aussi bien donc, pour faire de la modélisation que pour mesurer par exemple le taux d'artificialisation de nos territoires. Une question qui revient fréquemment sur l'occupation du sol, c'est sa fraîcheur, c'est-à-dire le fait de pouvoir la mettre à jour le plus régulièrement possible. En Europe, en France, on a à l'heure actuelle des données d'occupation du sol qui sont faites par photo-interprétation, mais qui, et par analyse d'image satellite, mais qui sont réactualisées, on va dire, tous les 3, 4, 5 ans. Donc là, c'est ce que nous, on propose avec ce produit d'occupation du sol, en utilisant l'image satellite sur toute la période des études, de pouvoir, comme ça, rafraîchir la connaissance sur l'occupation du sol, pour l'instant de manière annuelle, mais à terme, pourquoi pas saisonnière. Donc l'expertise du CESBio à ce niveau-là, elle est au-delà de l'aspect thématique, elle est vraiment de pouvoir intégrer, on va dire, toutes les images Sentinel-2, donc plutôt les images optiques, à terme, on intégrera aussi le radar, pour essayer de faire cette cartographie de l'occupation du sol de manière automatique, et donc en minimisant les interventions humaines sur les aspects de cartographie. Donc cette carte d'occupation du sol, je vais bientôt vous montrer, elle est composée de 17 classes, elle a une résolution spatiale de 10 mètres qui correspond à la résolution du satellite Sentinel-2, et puis comme je vous disais, elle a une fréquence de mise à jour annuelle. Pour l'instant, on utilise des données corrigées atmosphériquement, donc produites par le Volteia, d'accord, donc des images optiques, et puis pour pouvoir calibrer les algorithmes de classification, et pour pouvoir faire cette cartographie de manière automatique, on s'appuie sur ce qu'on appelle les données auxiliaires de référence, des connaissances de terrain. Sans ces connaissances de terrain, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de produire une carte d'occupation du sol. Donc je ne vais pas passer trop de temps à détailler ces données. En gros, on utilise, en France en tout cas, on utilise des grosses bases de données produites par l'IGN, l'Institut géographique national, des données de Corinne Vancouver, donc une cartographie d'occupation du sol européenne. Donc voilà, on essaie comme ça de récupérer des bases de données qui nous permettent d'établir. Donc, gratuité, fraîcheur, une production annuelle, on a une vision homogène du territoire, d'un point de vue sémantique. On essaie d'avoir une nomenclature qui s'emboîte avec d'autres nomenclatures, et puis aussi d'avoir des produits qui soient utilisables par, on va dire, toute personne que ça change d'utiliser du SIG, donc en diffusant plusieurs formats vectoriels et raster. Donc la nomenclature à 17 classes, elle est composée des cultures annuelles, cultures pérennes, des forêts, des formations naturelles basses, de la composante urbaine, des surfaces minérales, et puis tout ce qui
qui est autre au glacier régional. Donc pour l'instant, en termes de culture annuelle, Ludovic vous fera un peu plus de détails sur ces aspects-là. Dans notre cartographie nationale, donc à l'échelle de la France, pour l'instant, on ne distingue que les cultures d'été et cultures d'hiver. Distinction assez facile, puisqu'on est sur des dynamiques phénologiques complètement différentes, avec des pics phénologiques à des moments différents. Donc l'outil qu'on a développé, ça s'appelle IOTA 2. Donc c'est une chaîne de traitement en fait qui intègre un ensemble d'applications de l'Orfeo Toolbox. Donc l'Orfeo Toolbox, c'est un ensemble d'outils développés par le CNES qui permet de faire de l'analyse d'image intégrée. Donc on a fait tout un chaînage qui part des images Sentinel-2 et des échantillons qui utilisent ces échantillons pour créer un modèle d'apprentissage. Une fois ce modèle d'apprentissage effectué, on produit une carte d'occupation du sol que bien sûr on va valider avec un jeu d'échantillons indépendant de celui qu'on a utilisé pour l'apprentissage. Donc la petite originalité au niveau de cet outil-là, c'est ce qu'on appelle l'interpolation linéaire qui permet, si tant est qu'on a quand même quelques images sans nuages dans l'année, de supprimer la couverture nuageuse en faisant de l'interpolation d'une image d'un pixel clair à un pixel. Donc ce code-là, il est totalement gratuit, accessible, libre. Vous pouvez le télécharger à cette adresse-là. Et je le dirai à la fin, mais je peux le dire maintenant. La CACG a pris en main cet outil IOTA 2 pour faire ces travaux. Je pense que vous le connaissez aussi bien. Donc voilà ce qu'on obtient à l'échelle du territoire métropolitain. Il manque la Corse ici en bas à droite, mais elle est faite aussi. Donc avec les grands ensembles paysagers, les grandes villes, les grandes zones forestières, les zones agricoles, de la Bretagne et du sud-ouest. Voilà. Donc ensuite, pour chaque pixel de l'image classée, on donne à l'utilisateur le nombre de jours, d'acquisition claire pour chaque pixel, qui a permis de faire la classification, et puis la confidence du classifieur, c'est-à-dire dans un sens la confiance que le classifieur a une fois qu'il a déterminé la classe pour le pixel. En termes d'évaluation, donc on a plusieurs évaluations. Là, c'est l'évaluation du modèle, donc l'évaluation statistique du modèle. Donc, comme je vous disais, en regardant quelques échantillons pour voir comment le modèle est robuste. Donc, on obtient ce genre de résultat. Donc, on a 17 classes sur l'axe des abscisses. Et donc, une disparité dans le résultat. On peut voir que sur la séparation des grands ensembles de culture annuelle avec les forêts et les milieux urbains, on est quand même sur des précisions assez fortes. Puisqu'on est au-dessus de 0,8 à F-score. Après, quand on commence à rentrer dans le détail des classes, on a beaucoup plus de difficultés en ce qui concerne les milieux urbains et les milieux naturels. Sur les aspects de culture pérenne, par exemple les vergers, c'est quand même pas quelque chose qui est facile à détecter. On se retrouve surtout avec des confusions avec des formations naturelles. Donc quelques exemples, quelques illustrations. Donc là j'ai pris, c'est la zone de Strasbourg, dans le nord-est de la France, on va prendre tout Strasbourg, donc où on voit quand même qu'on arrive à détecter les grands ensembles routiers, la densité urbaine, donc le rouge étant les zones les plus denses, et le rose, le violet un peu plus sombre, l'urbain un peu plus diffus, les zones industrielles et commerciales sur le rose clair, et puis après les ensembles agricoles ici qu'on reconnaît, et puis quelques zones naturelles en vert, ici en prairie et en bleu. On est capable aussi, on découvre petit à petit, parce que la France est assez grande, donc on découvre aussi les capacités de détection. Là, c'est une zone avec énormément de zones humides, de couverture en eau, et on se rend compte qu'on arrive à détecter différents états de couverture aquatique, donc qui va on ne le voit pas bien là, mais en tout cas qui va bien de la détection de lac à une zone inondée partiellement autour de l'eau. Les zones ici sont vides par transparence. Ici, on a la zone clairement en eau, et puis en périphérie, des zones inondées. Excusez-moi, c'est quelle région de la France? Ça, c'est dans l'Est, au-dessus de Lyon. C'est Daube. C'est ça, exactement, dans les Daube. Qui est une zone avec énormément de zones agricoles. Et un milieu de montagne. Donc ça, c'était un peu pour présenter la composante naturelle. Donc on arrive aussi à détecter le gradient qui va donc du bas de la vallée, qui est plutôt forestier, jusqu'au haut des versants, donc plutôt minéral, pour être neigeux, mais en tout cas là sur cette illustration on ne verra pas.
Et donc avec des différentes couvertures ensuite entre la pelouse et ici des zones de lande donc, qui envahissent la pelouse. Donc on se rend compte qu'on arrive, alors moyennement quelques imperfections, hein, mais on arrive à détecter, on va dire, ces grands ensembles paysagers. Donc voilà, tout ça pour terminer. Donc c'est un produit qui évolue dans le temps, qu'on fait évoluer. On est en train de passer sur une nomenclature à une trentaine de classes. Les utilisateurs peuvent aussi jouer sur ce produit-là. C'est notre travail de faire de la recherche et du développement sur ce produit-là, et on le fait au quotidien. Et puis comme je le disais en début de présentation, ça marche très bien, si tant est qu'on a une connaissance quand même in situ, une connaissance de la donnée du terrain, et qu'on a des échantillons pour pouvoir calibrer ces modèles de classification. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la CSCG a fait l'expérience de notre possibilité d'accompagnement, de modification et d'adaptation du code pour les besoins spécifiques. Je laisse. Vas-y. Vous préférez poser des questions? Ok. Merci. Moi, j'ai deux petites questions. Ouais. Le site que vous avez montré, est-ce que c'est. Voilà, le site, vous avez montré un site. Vous avez donné une adresse sur un site que je crois. Ah, pardon, excusez-moi, site internet. Ouais, le site web. Voilà, ça permet de faire quoi? Ça, en fait, ça permet de télécharger Oui. le code informatique de la plateforme qui s'appelle Iota 2. Voilà, Ok. Qui est un outil donc, qui permet de chaîner des applications pour faire de la classification d'occupation. Maintenant, là, je pose une question. C'est-à-dire que moi, j'ai fait une formation sur QuantumGIS. Ouais. QuantumGIS, bon, je vous avoue qu'on n'a pas eu le temps d'aller à la classification. Parce qu'on a fait 2 jours, le programme était très chargé. Ouais. Mais on nous a quand même appris les rudiments de la classification avec QuantumGIS. C'est-à-dire, la question que je pose, est-ce que si on fait la classique avec QuantumGIS, je crois que ça se fait avec Python. Oui, tout à fait. Tout à fait. Python. Maintenant, est-ce que ces résultats, c'est des résultats fiables? C'est-à-dire, quand vous faites la programmation avec Iota et quelqu'un qui fait le classique avec Quantum, est-ce qu'on peut confirmer que c'est des résultats? Alors, il y a 2 éléments dans la réponse. La première, c'est que QuantumGIS, depuis quelques années maintenant, permet d'accéder aux applications de l'OTB. Donc, j'ai envie de dire que Iota 2 ou QuantumGIS, finalement, utilisent les mêmes outils. D'accord. Bon, après, Iota 2, c'est en code informatique, donc c'est pas forcément évident à prendre en main pour quelqu'un qui ne fait pas de développement. Avec QuantumGIS, on peut faire une classification qui est très faible, mais ça dépend surtout des échantillons préalables. C'est là où on se sort du concept de l'outil. Si on il faut surtout bien calibrer notre modèle. Ok. Il y a un complément, tu me contrediras si je me trompe. Quand on travaille sur l'ensemble de la France, avec toutes les données Sentinel-2 à 10 mètres de résolution, ça fait plusieurs dizaines de téraoctets. Donc, Iota 2 est capable de travailler sur des gros volumes de données, sur des machines parallèles. Donc ça, vous pouvez utiliser Iota 2 ou QuantumGIS si vous travaillez sur une petite zone. Si vous voulez travailler sur l'ensemble du bassin du fleuve Sénégal, 300 000 km², la France c'est 500 000, il faut des machines plus lourdes, il faut des machines parallèles, et là c'est Iota 2 qui vont J'ai compris. Et on pourra encore compléter la réponse, c'est que Iota 2 intègre l'analyse multitemporelle. Parce qu'avec QuantumGIS, vous aurez beaucoup plus de mal à mettre en œuvre. Non, j'ai compris. Bon, en autre c'est un outil de production là. Oui, Vous êtes propriétaire? Je suis propriétaire. Je suis ingénieur à Diaz. Je suis à Das Imagine. Ah, vous êtes propriétaire, vous utilisez des logiciels. Voilà. D'accord. Moi, j'ai été formé par donc, voilà. Est-ce que c'est. En fait, avec Iota, il y a une conformité par rapport à ces propriétaires. En termes de format, oui, puisque derrière ça, on utilise de la donnée raster type GeoTIFF et de la donnée vectorielle type ShapePipe, qui sont tous les deux interopérables avec ArcGIS, avec AirNAS. Mais au-delà de ça, en termes d'outils, non. Pour l'instant, on est incapable d'interfacer la plateforme Iota 2 avec ArcGIS. À terme, on pourrait imaginer un interfaçage avec QGIS, parce que QGIS intègre les applications OTB. Ce qui n'est pas du tout le cas de SRI et de RNAS. Là, on est vraiment sur une solution libre, logiciel libre.
C'est pas fait pour faire de l'interactif. Hein. Voilà, c'est ça. On fait du traitement batch sur les machines. On peut améliorer un petit peu les interfaces, la gestion d'échantillons, mais ça c'est l'environnement. C'est ça. Ça on peut le faire avec ce qu'on veut. Mais après, c'est la préparation du travail qu'on peut faire, mais ensuite ça va tourner. Si au sein de vos structures, vous avez un informaticien qui est capable de vous mettre en place, on va dire, cette infrastructure de calcul, ça vous pourra en parler avec Mamadou. Une fois que tout ça est installé, finalement, ça correspond à un remplissage de ce qu'on va appeler un fichier de configuration. Donc de donner le numéro, le nom de l'image, le lieu où on trouve nos échantillons d'apprentissage. Et une fois qu'on a rempli ce fichier de configuration, comme on pourrait remplir un formulaire, ben on envoie le traitement et le traitement s'exécute automatiquement. Donc finalement, il y a un travail d'intégration de l'architecture dans le système informatique, de la structure. Mais au-delà de ça, peut-être toi tu peux témoigner après de l'utilisation que tu as eu du Yotta. Oui, c'est intéressant. Ça veut dire que mais c'est vrai que c'est pas du clic-bouton, on n'est pas sur l'interface. Bon, maintenant, ceux qui développent QuantumGIS, ça veut dire que ça aussi c'est libre et c'est free, je crois. Oui. Voilà, ça veut dire que ces gars doivent réfléchir pour que QuantumGIS puisse prendre la dimension multifonctionnelle, notamment sur les grands bassins, puisse arriver à une carte d'occupation du sol. L'exemple que nous avons pris, je crois que c'était 5 classes, 5 classes de sol, donc je pense que c'était... Non, nous on est à 17 classes. Voilà, mais nous on était à 5 classes. Donc je comprends, je l'ai compris, il dit pour des grandes unités de sol, on ne peut pas l'utiliser, quoi. J'ai dit maintenant, est-ce que vous êtes dans le développement de QuantumGIS? Je ne sais pas. Non. Certainement, il faudrait quand même qu'ils puissent développer des applications qui puissent aller dans les grands classiques. Ce serait intéressant pour les gars qui n'ont pas de gros moyens. C'est un peu ça, quoi. Ça serait une étape intéressante, en tout cas, de porter Yotta 2 avec dans l'interface de QuantumGIS. Mais c'est vrai que ça serait plutôt à la communauté de QuantumGIS de venir vers nous. Ça va venir un jour, moi je crois. C'est ça. Ça viendra. Ça vient avec la pérennité de l'outil et avec la utilisation. Est-ce que je vais te poser une question? Ça n'a rien à voir, mais quoi, c'était plus sur une partie. Est-ce qu'il serait possible qu'on puisse taper un peu dans vos échantillons, quoi? Ben oui, tout à fait. Bien sûr. En fait, là, en plus, on va utiliser un jeu d'échantillons pour deux communautés, enfin la communauté, on va dire, scientifique du machine learning, pour avoir un jeu de test commun à tous les laboratoires et pour pouvoir, entre guillemets, faire des contests de classification. Donc ça, c'est des données qui sont téléchargeables. Après, il faut juste qu'on valide des histoires de convention avec la donnée IGEM. Parce que certains de nos échantillons sont avait des topos qui sont propriétaires, mais qui, pour le service public, c'est gratuit. Après, nous, ce serait utile pour nous si on pouvait avoir des jeux d'échantillons et que même si on fait des sorties de terrain, et qu'on va se servir de ces sorties de terrain-là pour les valider. Oui, complètement. On va utiliser pour si on va avoir des échantillons, on va se servir de ça pour lancer des pratiques, pour la validation, se servir des sorties de terrain qu'on aura fait. Parce qu'on ne va pas faire tout le sud-est de la France pour les côtés d'échantillons. Oui, bien sûr. Juste prendre un certain secteur, et puis ça pour faire la validation. Ben, normalement, début, on va dire fin de l'été, début de l'automne, on va diffuser un des tests sur l'année 2007.